Bonjour, 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 bonsoir, parce qu'il est quand même, c'est pas une heure pour faire des webinaires, ça. Très content de vous retrouver. C'est pas très souvent que je croise des enfin, je croise des shifters, mais que je croise un peu les institutions ou les groupes du shift. On est sur les mêmes territoires, mais on se voit pas très souvent. Donc, je suis très content d'être avec vous ce soir. Alors, on va parler donc de transition énergétique des lieux de culture. Christophe m'a demandé de faire un petit peu large. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt pour essayer après qu'on se laisse pas mal de temps pour la discussion, je vais vous raconter un peu qui je suis, ce que je fais, mais surtout je vais tâcher de vous faire un mélange entre des exemples du type de travail qu'on fait et puis un petit peu de théorie quand même. Pas juste pour faire de la théorie comme ça, mais j'espère, pour montrer que il s'agit surtout d'avoir un certain regard sur les sujets énergétiques, puisque ça c'est notre cœur de métier et que ça, il n'y a pas besoin ni d'être ingénieur ni d'être énergéticien pour le pratiquer, pour l'utiliser. C'est vraiment aujourd'hui des méthodes et des outils que. Ok, je surveille le son en même temps. Ok. C'est des méthodes et des outils qui se déploient pas uniquement dans les milieux du bâtiment et de l'énergétique. Du coup, j'en profite puisque je vais essayer de rester concentré parce que j'ai du mal à être multitâche, mais vous pouvez me mettre toutes les questions et les commentaires que vous voulez dans le chat, comme ça on les stocke et puis on se les retrouve après pendant la discussion. Bon, tu peux passer Christophe, parce que du coup c'est pas moi qui clique. Royal, je suis les mains libres. Euh, Vas-y. Yes. Donc moi je m'appelle Pascal Lenormand, j'habite en Creuse comme on se disait un petit peu avant parce que je suis originaire de là, mais pendant très longtemps j'ai habité en Savoie. Mon métier d'origine, j'ai eu plusieurs métiers d'origine, mais mon métier d'origine était ingénieur aéronautique, c'est là que j'ai appris le boulot d'ingénieur. Mais aujourd'hui, après des tas d'évolutions, des tas ouais, c'est la vie quoi. Mon métier, je considère qu'il est d'aider les organisations et les gens à se libérer de l'addiction généralisée à l'énergie. C'est la manière la plus efficace que j'ai trouvé de le formuler. Ce truc-là, je le fais, si tu peux mettre le slide d'après Christophe, dans une structure qu'on a cofondée avec Amélie, qui est là. Maintenant, on est 5, 6, ça dépend comment on regarde le truc, mais donc cette structure s'appelle Incube, et on l'a définit aujourd'hui comme un collectif de hackers énergétiques. Alors, euh, il y a plein de raisons, mais j'insiste un peu sur le mot hacker qui est un peu au sens propre, c'est-à-dire qu'on considère que notre boulot, c'est de comprendre tellement en profondeur les phénomènes énergétiques et tous les sujets qui sont liés, également réglementaires, pour faire comme les hackers, finalement, arriver à un niveau de maîtrise qui nous permet de repérer les failles et de mettre un cric dedans pour les ouvrir, pour résoudre les problèmes. Ça, c'est notre première mission, résoudre les problèmes énergétiques dans le monde réel. Je vais vous donner plusieurs exemples là dans les minutes qui viennent. On a également un assez important volet de formation. On entraîne et on forme des professionnels de tous les domaines, pas seulement des professionnels du bâtiment, on forme beaucoup de gens dans le domaine du spectacle et de la culture, et on considère qu'on a également une troisième mission, le terme se croise avec nos sujets, qui est de diffuser ce qu'on considère étant une culture renouvelée de l'énergie. Voilà, quand on a recréé un cube, on s'est dit qu'il y avait un problème de fond qui était le mode de penser les questions énergétiques, qui n'a pas changé depuis la révolution industrielle. Je crois que c'est pas des shifters que je vais expliquer ça. Et donc, mais que c'est une chose de critiquer, c'est une autre chose de présenter, de proposer un autre modèle, un autre mode de pensée. Voilà, donc je vous parlerai un petit peu à la fin de ce qu'on fait dans ce domaine-là. Pour l'heure, vas-y Christophe, nous on part du principe que, je vous l'ai dit, on résout des problèmes dans le monde réel, et il y a un constat qu'on se fait tous les jours, et qui est de plus en plus criant chaque jour qu'on va dans des nouveaux bâtiments, c'est que le monde réel est affligeant quand on le regarde, quand on ouvre les yeux et qu'on regarde vraiment ce qui se passe. Donc on passe beaucoup de temps, nous, dans les bâtiments, à voir ce qui se passe en vrai, et donc on trouve des tas de choses incroyables, comme en haut à gauche, c'est un monument historique du XIIIe siècle qui a été voilà, un peu modifié pour mettre des baies de brassage, ou qui est entièrement chauffé par des convecteurs électriques, comme on le voit en bas à gauche. On voit des vieux systèmes, celui-là je vous en reparlerai, celui qui est en haut à droite, c'est un théâtre parisien, qui a des systèmes de ventilation qui ne marchent plus, mais dont je vous raconterai l'histoire, mais qui en 1920 était une innovation remarquable, etc., etc. Et en fait, le fait de se dire que quand on regarde le monde réel et qu'il est affligeant, on a plutôt envie de prendre ça comme une opportunité,
de se dire, bah, puisque tout est finalement pire que ce qu'on imagine à chaque fois qu'on soulève le capot dans les bâtiments, mais pas seulement dans les bâtiments, c'est finalement une chance parce que ça veut dire qu'on a un vaste champ d'amélioration qui est peut-être beaucoup plus vaste et peut-être plus immédiat, pas forcément plus simple, mais plus immédiat que ce qu'on a l'habitude de pratiquer. Et pour ça, on emploie une voie qui est un peu particulière. Tu peux passer, Christophe. C'est qu'en particulier, alors j'espère que ça va pas être trop théorique, mais normalement, vous avez plus ou moins été confronté à ce genre de choses. Globalement, les questions énergétiques sont beaucoup abordées. Alors ça a été monté beaucoup par les ingénieurs, par des gens qui font des calculs. Et en fait, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui sur les sujets énergétiques, en particulier dans le domaine du bâtiment, c'est ce qu'on pourrait appeler une logique de moyens. C'est-à-dire un truc où on fait des calculs basés sur ce qu'on appelle des méthodes conventionnelles, donc qui n'ont pas spécialement de rapport avec le monde réel. Tout cela reste très virtuel et ça a un objectif, parce que c'est en particulier dans les bâtiments le postulat de départ, c'est de dire que les bâtiments, les lieux consomment beaucoup d'énergie et que s'ils consomment beaucoup ou trop d'énergie, c'est donc qu'il faut les améliorer, puisque ce sont eux qui consomment, et que pour cela, il faut faire des travaux. Ça, en fait, c'est une hypothèse de départ. Et nous, on prend un peu l'hypothèse, non pas inverse, mais on part d'un autre endroit, qui est de dire principalement que, là je vous ai mis un tract syndical, j'aurai également l'occasion de normalement de vous en reparler un petit peu plus loin. On part du principe que les principaux problèmes, ils viennent pas des bâtiments, ils viennent de l'insatisfaction de ce qui se passe à l'intérieur, des usages. Donc, on part du principe que nous, on a résolu les problèmes quand on obtient un résultat. On n'est pas là pour faire des travaux, on est là pour résoudre les problèmes des gens tels qu'ils se présentent. Je crois que Gaëtan ouvre son micro. Le pied qui est sous la table, c'est pas ça. Je sais pas si c'est souhaité ou pas. Je sais pas si moi j'ai le pouvoir de le fermer. Gaëtan, si tu m'entends, voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut sembler un peu théorique ce truc-là. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors, si tu peux avancer, Christophe. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit en fait, puisqu'on a une logique de résultat, on dit que nous on fait une énergétique du monde réel, qui n'est pas une énergétique conventionnelle, qui n'est pas celle de la planification. Alors autant moi je viens de cet univers-là, quand j'ai après mes études, quand j'ai évolué, que j'ai rencontré et le monde du bâtiment et le monde de l'énergétique, j'ai plutôt travaillé dans le domaine à l'époque il n'y avait pas le shift, il y avait l'association Négawatt, donc qui proposait des scénarios de transition énergétique. En fait, quand on fait un scénario, on fait une vision globale, à partir d'hypothèses plutôt à l'échelle nationale, voire internationale, et on essaye de décliner ça à l'échelle extrêmement locale. Et ben nous, on prend le chemin inverse. On regarde le monde tel qu'il se présente, bâtiment par bâtiment, lieu par lieu, que ce soit des gros, des petits, qu'il n'y ait pas de bâtiment, qu'il s'agisse de faire cuire des frites sur un festival. Et en accumulant ces expériences, éventuellement, on en tire des tendances plus générales qui nous permettent éventuellement de renourrir une réflexion plus globale, des stratégies territoriales, etc., etc. Voilà. Voilà pour l'introduction un peu sur le cadre général. Alors si on avance un petit peu, ce que ça donne, ce qu'on utilise, c'est une méthode qui s'appelle la méthode design énergétique. Et si je dois la résumer, en général, les gens me disent, mais alors qu'est-ce que tu fais en vrai, parce que c'est bien joli ces trucs théoriques. On fait trois choses quand on arrive sur un lieu, sur un sujet. La première, c'est qu'on chasse les gisements faciles et rapidement accessibles, qui sont souvent très importants, beaucoup plus importants que ce qu'on imagine. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que déjà, autant aller chercher ce qui est facile. Et puis, pour plein d'autres raisons, en particulier une, c'est que ça fait du bien et ça donne le moral, parce que on est plutôt sur des sujets un peu anxiogènes ou avec parfois des choses un peu déprimantes, etc. Quand on obtient très vite des résultats très importants, c'est bon pour le moral et ça engage pour la suite. Je n'ai pas dit, on travaille beaucoup avec les outils de la psychosociologie des organisations, de l'accompagnement du changement. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on travaille après sur ce qu'on appelle l'amélioration des services énergétiques rendus, c'est-à-dire qu'on s'occupe de réparer ce qui doit être réparé. Et éventuellement, une fois qu'on a fait ça, qu'on a remis l'existant en route, à ce moment-là, on planifie des travaux, d'éventuelles évolutions, ça peut être des rénovations qui peuvent être extrêmement importantes, comme qui peuvent être anecdotiques, des travaux de type bâtimentaire, mais qui peuvent être des travaux organisationnels. Il y a la question des ressources humaines, la question des compétences qui vont là-dedans. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelques exemples?
Voilà, pour vous montrer comment ça marche, je me suis dit que le mieux c'était encore de vous montrer des exemples. Tu peux passer au slide d'après et peut-être même à celle encore un peu après. Comme ça, je vous prends à chaque fois un exemple et je vous explique comment on a réfléchi sur ce truc-là. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle quand même. On fait beaucoup de salles de spectacle. Ça, c'est un peu historique parce que ça fait des années qu'on bosse en région Nouvelle-Aquitaine avec le contrat de filière. Il y a un contrat de filière musique en Nouvelle-Aquitaine qui nous a amené à beaucoup bosser sur d'abord les salles musique actuelles, puis les cinémas et puis maintenant sur l'ensemble des sujets culturels. En fait, souvent, ce qu'on a trouvé, ce qu'on trouve beaucoup, en particulier depuis 2022, c'est un enjeu autour de la diminution des factures parce que les charges ont explosé et que c'est très difficile pour les structures. Il y a un enjeu évidemment sur le maintien de la qualité d'accueil et du public et des gens qui travaillent. Également un enjeu qu'on voit moins, mais qui est celui autour de la gestion des ressources humaines et de la montée en compétences. Ça, je vous en parle un petit peu après. Tu peux passer la slide. C'est-à-dire que les directeurs techniques, en particulier de salles, on leur demande de piloter des bâtiments, alors que ce n'est pas forcément exactement dans leur cœur de métier. Quand il s'agit de gérer des régulations de bâtiments qui font pas souvent plusieurs milliers de mètres carrés, c'est pas tout à fait au cœur du métier de directeur technique. Alors pour ça, on utilise un outil qui s'appelle la cartographie énergétique et qui consiste principalement à se dire qu'on ne raisonne jamais à l'échelle du bâtiment. Le bâtiment n'est jamais la bonne échelle pour poser un problème énergétique. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce plan, on voit bien que ça c'est une salle qui se trouve à Bayonne. Je confonds toujours Bayonne et Biarritz. C'est la Tabale qui va être rénovée bientôt. Quand on regarde l'ensemble de la salle, finalement, le bâtiment est quasiment ouvert sur des plages horaires très vastes. Et puis, il y a toujours des gens, donc on a toujours besoin d'avoir du chauffage, par exemple, puisqu'on est l'hiver. Mais en fait, quand on zoome un petit peu, ce qu'on peut faire sur la slide d'après, Christophe, en fait, le bâtiment, ça n'existe pas. Ça existe un peu comme une entité géographique ou comme un truc à fabriquer quand on fait du chantier. Mais en fait, du point de vue des usages, une salle comme celle-là, c'est un collage de différents usages très particuliers. En rose, on a une zone de studio dans laquelle des groupes viennent répéter. En vert, on a le hall qui est toujours un endroit un peu hybride dans lequel les gens viennent boire des coups de temps en temps. Le bar est ouvert aux entractes ou avant, il n'y a pas tellement d'entractes dans cette salle ou avant le concert et après le concert. Et quand on va sur la salle de diffusion, qui est en jaune et bleu, on se rend très vite compte que même la salle, elle est pas uniforme du point de vue de ce qu'on cherche. Il y a les gens qui sont sur le plateau qui ont certains besoins, et ces besoins peuvent ne pas être de faire du concert. Dans la majeure partie des situations, ils ne font pas de concert. Et les gens qui sont dans la salle, c'est autre chose, parce que c'est un public plus ou moins dense. Ils peuvent faire des concerts très tranquilles, comme ils peuvent faire des concerts très intenses. Donc en fait, quand on commence comme ça à zoomer, on voit apparaître de fortes disparités dans le fonctionnement, dans les exigences. Et ça, il faut qu'on descende à ce niveau-là parce que les leviers qui nous intéressent pour travailler les questions énergétiques, qui sont juste après Christophe, tu peux y aller, c'est trois choses. Quand on doit utiliser de l'énergie pour fournir un service, ça se répartit selon trois axes. Le temps, l'espace et l'intensité. Alors là, tu vas pouvoir les dérouler un petit peu vite, Christophe. Il y en a un premier qui est l'espace. Savoir qu'est-ce qu'il faut apporter à quel endroit. On le sait très bien pour l'éclairage. L'éclairage, c'est bien fichu quand on éclaire aux endroits où il y a besoin de voir quelque chose et il n'y a aucun intérêt à avoir de l'éclairage ailleurs. Donc on a un premier axe, comme ça, que l'on met normalement au service de ce qui se passe à l'endroit où ça se passe. Bien, oui, c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Le deuxième, c'est le temps. On sait tous que ça sert à rien de faire fonctionner des trucs quand il n'y a aucun service à rendre, quand il n'y a pas d'utilité. Si encore on le savait, mais ça ne se produisait pas, il y a des choses sur lesquelles c'est assez évident. Dans le cas de l'éclairage, c'est assez évident, même si on n'y arrive pas toujours. Il y en a d'autres sur lesquelles c'est beaucoup moins évident. Par exemple, les grosses centrales de traitement d'air qu'on voit dans beaucoup de bâtiments publics fonctionnent souvent sur des périodes très longues. Or, là, ce qui est important, c'est de fournir le service au moment où on en a besoin. Et puis le troisième, c'est évidemment le niveau de service. Le plus évident en ce moment, c'est le niveau de température. Est-ce qu'il faut chauffer à 18? Est-ce qu'il faut chauffer à 22? Est-ce que 16 ça suffit? Etc. etc. Et en fait, tout l'intérêt, quand on commence à zoomer sur ce dont il y a besoin, c'est quand on croise les trois niveaux. Sur le slide d'après, les gros gisements, on les a quand on arrive à faire ce qu'on appelle resserrer autour de l'usage. L'usage réel, ce dont on a réellement besoin, c'est le petit cube gris. Si vous mettez plus longtemps sur des plus grandes zones et à des plus hauts niveaux les services énergétiques que vous envoyez, alors vous faites du pur gaspillage. Donc là, il y a de très gros gisements dans ces trucs-là. Comment ça se passe après dans le vrai monde?
Vas-y Christophe, tu peux y aller. J'ai remis celle-là. Ah oui, mais tu peux aller sur la suivante. Voilà, donc on fait ce truc qu'on appelle la cartographie énergétique, qui consiste justement à décrire précisément ce dont on a besoin, quand, pour qui, dans quelle situation, etc. En, en creux, finalement, on décrit aussi les moments où il y a besoin de rien. Et une fois qu'on a ça, en fait, ça nous permet de zoomer très précisément. Donc je vous donne un exemple, par exemple, la salle en haut à gauche, c'est la nef, hein, Angoulême. On a identifié en une demi-journée, on a identifié un gros gisement qui était autour du fonctionnement permanent des centrales de traitement d'air. Ils avaient des tas de raisons pour les laisser tourner. Et puis, en zoomant finalement sur l'usage réel, ben on a vu qu'il y avait finalement il y avait plein d'endroits où ils pouvaient la couper. Et du jour au lendemain, ils ont fait moins 40% sur les consommations de gaz et d'électricité. Sans travaux, sans rien, juste en identifiant ce dont il y a besoin. Ils ont fait à peu près pareil à droite à Saint-Malo, à la nouvelle vague. Au milieu, j'ai mis une courbe de charge électrique parce qu'on suit ces résultats-là sur les données d'appel de puissance. Ça, c'est une salle qui se trouve à Bordeaux, qui sur le mois d'août a fait moins 67%. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, il n'y a rien. Donc, ils ont eu un mois d'août où avant, il y avait des choses qui fonctionnaient, on voit la courbe blanche. Et le mois d'août d'après, une fois qu'on a eu bien regardé ce qui se passait, ils avaient fait moins 67%, il restait quand même pas grand-chose. Et ça demande parfois d'aller voir dans les machines, comme on le voit à gauche là. Parfois, il y a juste un organe qui est défectueux, qui empêche en fait d'arrêter ou de mettre la machine en bonne configuration. Je vous reparle un petit peu du théâtre qui est à droite, là, c'est celui dont je vous ai mis une photo tout à l'heure. C'est un vieux théâtre parisien qui a une particularité, donc il est construit, vous voyez, dans une cour de copropriété. Et en fait, ce théâtre, il a été construit dans les années 1900-1920. Et d'origine, il avait été doté d'un système très ingénieux de ventilation naturelle qui fonctionnait tout seul avec des clapets, avec des systèmes comme ça. Il prenait de l'air dans les caves. En fait, au fur et à mesure des rénovations et de l'évolution technique, ce système a disparu. Enfin, il n'a pas disparu, en fait, il est devenu dysfonctionnel et on l'a remplacé par des machines. Sauf que ces machines, elles tombent en panne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un théâtre qui fonctionne donc sans chauffage et sans climatisation. Ils ont deux pauvres climatiseurs dont l'un est en panne et l'autre est un peu fatigué. Enfin, deux pauvres climatiseurs, ils sont là quand même, ces climatiseurs, mais qui les a rendus très dépendants en fait. Parce que le fonctionnement naturel du théâtre ayant été oublié, ils sont devenus très dépendants de ces climatiseurs. En fait, quand on est allé les voir, mais c'était pas prévu, hein, évidemment, c'est jamais prévu, on a redécouvert ce fonctionnement, cette capacité qu'avait le théâtre naturellement à fonctionner, qui leur a permis en fait de réinstaller une sorte de climatisation naturelle. Donc en fait, en identifiant ce dont ils avaient besoin au moment des répètes, avant les répètes, après le spectacle, etc., et en donnant une trame de pilotage du lieu avec les moyens qui existent déjà, on a finalement, et on va prendre des grands mots, amélioré la résilience du lieu aux vagues de chaleur par des moyens qui étaient déjà là, mais qui avaient été dégradés dans la mémoire et dans le fonctionnement technique par l'évolution, par le passage du temps. Voilà, donc ça c'est un premier outil, un premier domaine dans lequel on travaille beaucoup. Donc on utilise beaucoup cette cartographie énergétique, évidemment, c'est un outil de base. On travaille beaucoup donc dans les théâtres, tous les lieux de spectacle vivant en fait. Je vous ai mis un exemple aussi sur l'événementiel. L'événementiel c'est un peu différent parce que dans ce cas-là, alors c'était une demande un peu particulière, ça s'est passé au Carrousel du Louvre. On avait la commande non pas du lieu, mais de l'organisateur de l'événement, un événement d'une journée. Qui voulait organiser un événement exemplaire. Bon, exemplaire, il y a toujours à débattre sur ce qui est exemplaire. Mais on a ce sujet alors on va toujours préserver la qualité d'accueil, c'est ce qu'on a vu déjà sur la salle de spectacle. L'énergie, on l'utilise pour fabriquer du confort, du service, fabriquer une expérience de spectacle de qualité ou d'événement. Voilà. Donc ça, c'est une constante, et on cherche en fait à maintenir un niveau de qualité tout en diminuant ce que ça coûte. Il y avait ici l'idée d'établir une référence. Mais si je vous ai mis cet exemple et puis un autre, c'est pour vous montrer une pratique qu'on a de plus en plus, qu'on appelle le pilotage en temps réel. Donc si tu vas juste après, et l'assistance maîtrise d'usage, tu peux passer juste après, et ça, c'est lié à l'outil qu'on utilise beaucoup là-dedans, l'outil méthodologique, c'est en fait une définition de l'énergie. On part du principe, vous avez vu, je l'ai déjà utilisé, en fait je ne peux pas m'en empêcher, que l'énergie, ça nous sert à réduire l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que le point de départ, c'est une insatisfaction.
et que le fait de consommer de l'énergie, finalement, c'est un indicateur, un symptôme, c'est pas le mal en lui-même, c'est un symptôme de, de l'inadéquation entre l'endroit et le moment et ce qu'on en attend. C'est-à-dire qu'on a toujours les deux dimensions. Il y a ce qu'on attend, et ça c'est humain, c'est l'être humain, l'organisation, l'organisateur, etc. Et il y a il y a ce qu'on veut, ça c'est nous les êtres humains, et il y a ce qu'on a, qui nous est fourni par le lieu, le moment, la météo, etc. En ce moment, si on va dehors et qu'on ne s'habille pas correctement, on est assez insatisfait du confort thermique, il y a un écart important. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le travail, c'est pas juste de travailler sur le bâtiment, la manière de fournir les services, etc. C'est de travailler sur le couple, sur la demande et la manière de répondre à la demande. Donc qu'est-ce que ça donne quand on applique ça en temps réel sur des événements? Tu peux montrer la slide d'après. Voilà. Donc ça, c'est ce qui résume en fait que le vrai sujet énergétique, c'est toujours une histoire de relation. Ce n'est jamais uniquement le système ou uniquement le bâtiment, c'est toujours la relation. Il nous faut les deux membres du couple pour comprendre comment le couple fonctionne. Et donc ça, on l'applique, par exemple, en festival. On parlerait après de l'événement au Carrousel du Louvre. En festival, sur la slide d'après, ça c'est des images qui ont été prises sur le Hadra Trans Festival, qui est un festival qui joue 24 heures, qui joue 3 jours d'affilée dans l'Allier. Ouais, tu peux remonter. Hop, voilà. Du sport avec le PDF. Je suis désolé. Ça va aller? Ah, celle d'après, la 22. Ça va, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait la même chose. On observe ce qui se passe. Donc d'un côté, on mesure. Là, c'est des mesures qui ont été prises, ce qu'on appelle au cul des génératrices, pour comprendre combien d'électricité est soutirée. Et on a la moitié de l'équipe en même temps qui observe tout ce qui se passe, tout ce que font les gens, quels sont tous les appareils qui sont branchés pour faire des liens de cause à effet. L'enjeu chez eux, c'était de sortir des groupes électrogènes. Sur l'édition d'après, ils ont divisé par 2 le nombre de génératrices et ils sont encore en chemin. On voit là encore, finalement, sur un cas comme ça, que il y a aussi tout un changement de l'habitude des électros, des chefs électros, de la sécurisation, de avoir peur que ça coupe, etc., etc. Mais vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'on voit, là ce sont les 3 phases à la sortie, pour ceux qui sont un peu techniciens, ce sont les 3 phases à la sortie d'une génératrice. Vous voyez par exemple un pic orange comme celui-là, là, très dimensionnant en fait, et pendant longtemps, typiquement, on ne savait pas pourquoi il y avait ce pic. Et ce pic était lié à une cafetière sur un des stands. C'est-à-dire qu'un des dimensionnements de puissance qu'on a ici sur la phase orange, il est déterminé par une machine qui n'était même pas censée être là parce qu'il était hors cahier des charges. Donc en fait, il y a tout un boulot comme ça qui est de remettre ensemble tous les services qu'on veut rendre, la cuisine, quelle qu'elle soit, enfin, tous les stands de bouffe, les stands d'éclairage, les scènes évidemment, le son, la lumière, etc. Et de se demander, mais en fait, quand on veut vraiment caler vous avez peut-être fait des présentations là-dessus déjà. Quand on veut vraiment caler les moyens d'alimentation en énergie, pas seulement en électricité, avec ce qui est nécessaire, à quoi est-ce qu'on arrive? Et en fait, on arrive, pour aller voir sur notre site, si vous voulez, je ne l'ai pas dit, sur uncube.net, il y a une étude de cas sur le festival, qui est assez détaillée. En fait, on arrive à des structures de distribution et d'énergie et d'électricité qui peuvent être extrêmement différentes de ce qui est fait habituellement. Je vous montre le petit exemple aussi de l'événement qu'il y a eu au Carrousel du Louvre. Vous avez vu Jérémy Jourdain, voilà. Ouais. C'est un peu similaire. Merci Christophe. Tu peux passer à celui d'après. Ce qu'on a fait, donc du coup, qui est un exercice plus en direct, parce que du coup, les festivals, ce qui est difficile avec le festival, c'est que c'est ponctuel, et puis après on réfléchit pendant un an, et on a un an pour faire autre chose. Là, on était sur l'événement, et on a dit, laissez-nous le pilotage. Donc en fait, on avait une partie de l'équipe en salle pour mesurer exactement les paramètres qu'on voulait, avec des gens qui bougeaient dans les différentes salles du lieu, pour ceux qui connaissent. Et on avait une partie de l'équipe qui était dans la salle de pilotage du lieu, avec les centrales de traitement d'air, le chauffage, etc. Et on envoyait, on peut dire, on envoyait la sauce exactement là où il fallait, un peu en anticipation, et on coupait dès qu'on pouvait couper. Et le résultat, finalement, ça a été moins 77% par rapport à ce qu'aurait été la consommation des centrales de traitement d'air, donc chauffage plus ventilation, si on les avait laissées en mode automatique, en fait. Donc ça montre, en fait, tout le gain qu'il peut y avoir
à resserrer autour de l'usage. Concrètement, ça veut dire que sur un événement classique, où on laisse tourner en mode automatique, 77, ça fait quoi? Si je suis gentil, les trois quarts de l'énergie chauffage-ventilation, en fait, elle sert à rien. Parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte de rien. On a fabriqué un événement qui était identique pour le public, mais sur lequel on a divisé par 4, par 4 la consommation énergétique liée à la ventilation et au chauffage. Voilà. Tu peux avancer. Un autre exemple d'un autre domaine culturel, la muséographie, pour vous montrer aussi de quelle manière on peut, on appelle ça la conception interdisciplinaire, c'est un peu pompeux comme titre, mais ce qui est très particulier dans les musées, c'est que là on n'a pas que des gens. Les gens, c'est déjà pas très simple, mais dans les musées, il y a une contrainte autre, presque supérieure, qui est de préserver les œuvres. Donc en fait, on a des exigences, des cahiers des charges de conservation qui peuvent être très élevés quand on est sur des musées importants, qui ont des œuvres de grande valeur. On doit également fabriquer une expérience de visite pour les gens qui viennent, et on doit évidemment limiter les charges. Et j'ai ajouté ce truc de préserver les agents, parce que le tract que je vous ai mis au début, là, on va le retrouver après, je crois. En fait, c'est un tract de préavis de grève d'agents de surveillance de musée, voilà, qui, soumis, tu peux passer au slide d'après, qui finalement soumis aux exigences climatiques de conservation des œuvres, se trouvait dans des conditions de travail jugées inacceptables. Alors là, on utilise très souvent un autre outil, enfin, tous les outils que je vous montre, on les utilise évidemment sur chacun des cas un petit peu. Un mode de réflexion qu'on appelle les 6 continents, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, c'est l'outil qui nous permet de dire que travailler sur le bâtiment, travailler sur le vêtement des gens, travailler sur leur niveau d'activité ou sur le mobilier, c'est pareil. Presque pareil. C'est-à-dire que, puisqu'encore une fois, on a une pratique énergétique qui est orientée vers le résultat, quelqu'un qui a froid, par exemple, si on arrive à faire en sorte qu'il se sente bien, en l'habillant, en lui donnant des boissons chaudes, en lui modifiant son fauteuil ou en chauffant le bâtiment, le résultat est le même. Donc les solutions sont équivalentes. Mais ce qui est intéressant, si tu peux passer à la slide d'après, c'est de constater que plus on s'approche du corps, moins les solutions sont lourdes et coûteuses. Et finalement, les solutions bâtimentaires sont en général parmi les plus lourdes et les plus coûteuses, et les plus longues à mettre en œuvre également. Donc on a toujours intérêt à se rapprocher du corps et à faire un inventaire systématique de tous les niveaux auxquels on peut intervenir. Donc qu'est-ce que ça donne ce truc-là? Alors peut-être tu peux passer directement à la 28, je pense. On l'applique par exemple dans un... Ça c'était la rénovation du musée de la maison de Jean Cocteau, qu'on a vu tout à l'heure. On s'inspire d'une stratégie qui a été développée par un architecte suisse qui s'appelle Christoph Amsler, qui parle de température flottante. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les qualités naturelles du bâtiment. La maison de Jean Cocteau, que vous voyez en haut à droite, c'est un bâtiment ancien, du 18e, c'est un bâtiment très lourd, qui a des qualités naturelles. Et en fait, plutôt que de se dire, on va prendre ça comme une boîte, on va mettre toutes les œuvres dedans, et puis on va réguler, etc., on va regarder le comportement naturel de chacun des espaces du lieu, on va regarder les contraintes des œuvres et des visites, et on va placer les œuvres aux endroits qui sont déjà naturellement plutôt adaptés à leurs besoins. Voilà. Et ça, en fait, ça nous a permis typiquement de concevoir un système de musée passif, un niveau entier de musée où il n'y avait pas de système de régulation. Parce qu'on avait vérifié que le comportement naturel du musée, aidé par le pilotage, on pourrait dire, quotidien, quand on ferme les volets, quand on ouvre les fenêtres, etc., des agents, permettait de satisfaire aux exigences de conservation. Donc évidemment, c'est beaucoup plus léger pour le bâtiment. C'est beaucoup moins intrusif, et ça permet d'avoir une expérience de visite beaucoup plus naturelle. On est comme dans une maison à l'époque où Jean Cocteau vivait. Voilà. Donc ça vient vraiment du fait qu'on vient regarder, là, dans ce cas-là c'est au niveau de l'œuvre, le besoin précis de l'œuvre. Vas-y, tu peux avancer. Je crois que je vous ai mis l'autre exemple, voilà, celui d'un autre musée qu'on a eu à traiter il n'y a pas longtemps là, à Paris. Donc j'ai mis un extrait du tract syndical, il y avait un préavis de grève. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les gens avaient froid, il faisait 22 degrés, et on peut avoir froid avec 22 degrés. Vous voyez, j'ai mis une image infrarouge ici. De ce qui est caractéristique, c'est qu'on voit ici des bouches qui soufflent, on a une tache bleu sombre,
je sais pas si vous voyez à gauche là, à gauche de la personne en rouge qui est habillée, on voit sa déperdition de chaleur. Il y a une bouche bleu sombre qui envoie de l'air à haute vitesse pour, en tout cas avec l'intention de maintenir le climat nécessaire pour les œuvres. Et ça, mis ensemble, ça fonctionne très mal. Il y avait des vitesses d'air beaucoup trop importantes. Donc évidemment, ça demande après d'aller voir un peu dans la tripaille là-haut comment ça se passe dans les machines, de voir avec les régulations. C'est un bâtiment assez complexe, je crois qu'il y a une vingtaine de centrales de traitement d'air. Et c'est d'autant plus troublant que les œuvres, vous voyez ici on a fait une photo, elles sont toutes sous caisse. Elles ont toutes leur microclimat en fait. Donc on se retrouve, si on n'y prend pas garde, et c'était le cas, c'était ce qui se passait depuis plusieurs années, finalement à essayer de faire des choses au niveau de l'ambiance générale, de l'ambiance générale de la pièce, alors que le véritable besoin il se situe au niveau de l'œuvre, et que ce qu'on fait au niveau de la pièce est tellement intense que ça en devient invivable pour en particulier les agents, qui sont des gens qui travaillent, qui sont plutôt statiques, qui n'ont pas les mêmes besoins que les visiteurs. Le préavis de grève a été levé après qu'on ait réglé les machines. Voilà, encore un exemple, j'espère qu'il n'y en a pas trop, il faut que vous mettiez dans le chat s'il y en a trop. Hein. Normalement, on arrive au bout après. Vas-y, Christophe. Oui, je vous mets un exemple de rénovation, d'accompagnement de rénovation. En fait, là, je vous ai mis, c'est la friche de la Macérienne. Donc, la Macérienne, c'est la friche qui est en train qui accueillait déjà le festival de Cabaret Vert. Et là, il y a un très gros projet. Il récupère toute une friche pour en faire une friche culturelle. C'est en plein dedans. Et on a dans ce projet, mais comme peut-être dans d'autres que je vais vous montrer, un rôle qu'on s'est mis à appeler d'assistant maîtrise d'ouvrage / assistant maîtrise d'usage. En quoi ça consiste ce truc-là? Vas-y, tu peux y aller, Christophe. Ah, vous avez eu Jean, mais il vous a présenté le projet du coup. Ok. Euh, tu peux passer au suivant. Vas-y, j'ai expliqué. C'est un schéma pour expliquer ce qu'on appelle les cascades énergétiques, mais je vais plutôt vous l'expliquer sur l'exemple. Ouais, il parlait du festival, ouais, ils ont fait un gros boulot également. Tu peux passer à la slide d'après, si je ne me trompe pas, je vais pouvoir vous expliquer de quoi il retourne. En fait, il y a un problème qu'on voit beaucoup euh, dans beaucoup de lieux, c'est qu'en fait, le monde du bâtiment et de l'énergie connaît très mal la vie réelle. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai mis des exemples de salles de spectacle. C'est-à-dire quelles sont les exigences réelles. Donc ça vient un peu de ce que je vous ai dit au début, du fait qu'ils travaillent à l'échelle du bâtiment, et ils zooment pas beaucoup du point de vue énergétique sur les lieux, mais également que euh, il y a une communication qui est difficile. C'est-à-dire, il y a des tas de choses qui paraissent évidentes. Alors, je reprends l'exemple de salle de spectacle, mais c'est pareil à d'autres endroits, qui paraissent évidents, par exemple, aux techniciens de spectacle. Donc du coup, ils ne le disent pas, ils ne le mentionnent pas spécialement dans le programme de l'opération, et qui peuvent paraître fort étonnants aux gens du bâtiment. L'exemple le plus typique, là, c'est la salle du Krakatoa, qui est en cours de rénovation à Bordeaux. Le cas le plus typique, c'est en musique actuelle, il faut de la fumée sur le plateau. Si vous n'avez pas de fumée sur le plateau, vous ne voyez pas les éclairages. Et s'il y a quoi que ce soit qui empêche la fumée de rester sur le plateau, ça n'arrivera qu'à un seul concert. Or, la plupart des salles sont conçues avec un gros système de ventilation fait pour gérer la jauge pleine de la salle. Donc, en gros, elle est conçue pour fonctionner quand il y a du monde. Or, ce qui se passe dans plein d'endroits, c'est qu'au premier concert, on a mis la ventilation en marche plein pot, ça a aspiré toute la fumée du plateau. Le technicien au light, il a dit attends, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Arrêtez-moi tout de suite cette ventilation. Et donc on se retrouve dans une situation très bizarre, qui est que la seule situation où il devrait y avoir les grosses ventilations qui marchent, c'est la seule où elles ne marchent pas. Et à l'inverse, en résidence, là où il n'y a pas grand monde, on n'a que la grosse cavalerie, on n'a que la grosse ventilation pour faire fonctionner. Donc ça vient de très tôt dans la conception en fait. Ça vient finalement du simple fait que les gens du bâtiment, l'architecte, le bureau d'études, etc., ne sont pas spécialement de mauvaise volonté, mais personne ne leur a spécialement dit. Et c'est pas un truc qu'on invente, ce truc-là. Moi, on me l'a montré une fois, parce qu'on est tombé sur une ventilation qui avait été modifiée a posteriori, et on m'a expliqué ça. C'est difficile à inventer quand on n'est pas du métier. Donc en fait, on a un travail qu'on appelle d'AMOA-EMU, c'est-à-dire de passerelle. Nous, on vient du bâtiment et de l'énergie, mais en même temps, j'ai été musicien professionnel et ça fait maintenant quasi 10 ans qu'on traîne beaucoup dans les salles de spectacle. Donc on commence vraiment à savoir ce que les gens ce que chaque monde ne sait pas. Voilà. Donc ça consiste, j'ai mis en haut par exemple des simulations thermiques dynamiques. C'est un outil typique de conception du bureau d'études thermique.
qui est incompréhensible pour la plupart des gens de la maîtrise d'ouvrage, mais qu'on réinterprète dans l'autre sens. Et à l'inverse, on dit au bureau d'études, fais-nous la simulation thermique dynamique qui fonctionne de telle manière, parce que voilà le phénomène qu'on veut voir. On veut voir ce qui se passe à la fin d'un concert, en combien de temps on arrive à déstocker la chaleur dans la salle. Et ces choses-là, ça peut se faire à travers d'ateliers. Voilà, il y a un exemple en bas. On emmène les gens dans les lieux. En vrai, là demain, je vais faire, ça n'a aucun rapport avec la culture, mais je vais aller dans une piscine, faire ce type de boulot. Ben, on va aller en maillot de bain dans la piscine, parce qu'il n'y a rien de mieux que de sentir ce qui se passe en vrai. Voilà. C'est une chose de discuter de température, ça en est une autre de se mettre les fesses dans la piscine pendant une demi-heure et après de voir si on a bien fait de baisser les consignes ou pas. Tu peux continuer. Voilà pour un bref panorama de sujets vraiment classiques sur lesquels on travaille. Donc oui, il y a de l'existant, il y a du neuf, il y a, il y a du bâtiment patrimonial, il y a de la salle de spectacle, il y a d'autres choses aussi, beaucoup. Enfin, c'est très divers et c'est heureusement pour moi, sinon je ferais plus ce métier. Je voulais vous faire un petit bonus sur le sujet nouvelle culture énergétique. J'ai eu la chance il y a maintenant quelques années, ça date d'avant le Covid, cette histoire. On nous avait demandé de réenchanter les histoires de transition énergétique. C'est un truc, tous les gens qui bossent sur la transition, c'est un peu le Graal. C'est-à-dire tout le monde se rend compte que c'est quand même pas très marrant et que les PowerPoint, ça a sa limite. Donc on avait été contacté, enfin moi j'avais été contacté, puis on m'avait mis, je vous la fais courte, avec des artistes qui sont devenus des copains, pour faire le projet qui est juste après là. Tu peux défiler, Christophe. À l'origine, c'est un opéra. Voilà. On avait dit, écrivez un opéra, vous avez 1 an pour écrire un opéra sur la transition énergétique. Et en fait, on a commencé par faire la liste de tous les trucs qu'on voulait pas. Et on est arrivé à la conclusion que ce qu'il fallait d'abord, c'était faire un vrai opéra, en fait, un spectacle, et que le sujet énergétique de la transition, etc., il soit, si on voulait que soit, si on, il pouvait être transparent quand on le voyait. Donc c'était un vaste projet. On va aller fouiller encore une fois sur notre site, vous avez quelques infos, tu peux descendre un petit peu, il y a des images de la création. Donc qui était une création, c'était important comme dispositif, hein. Il y avait, je sais plus, 13 personnes sur le plateau, de l'art numérique, du cirque, de la danse, enfin, il y a du monde. Il y a une variante plus légère en conférence spectacle. Et celui que je voulais vous montrer, enfin je voulais vous montrer celui-là déjà parce qu'il est super cool. Si vous avez envie de tourner un projet super cool dans vos salles, n'hésitez pas. Au mois d'août dernier, il y a un jeu qui est sorti. Un jeu de plateau dont les dispositifs sont issus de la conférence spectacle. Et là encore, qui est avant tout un jeu qui a été fait par des vrais auteurs de jeux chez un éditeur de jeux qui s'appelle Hopla, donc que je vous montre juste après, que vous pouvez trouver, qui s'appelle In Extremis. Donc In Extremis, c'est un jeu, tu peux mettre la slide d'après, éco-conçu, fabriqué en France, etc., où en fait, on plonge les gens, on a pris 16 scénarios de transition énergétique d'une certaine manière. Donc il y en a, c'est le monde actuel, il y en a un autre où on développe du nucléaire, il y en a un autre où on sort du nucléaire, il y en a un où on utilise une ressource pour construire, on utilise beaucoup de bois pour construire une statue, etc., etc. Donc on simule, en fait on a créé un simulateur de transition et on plonge les gens dans ces règles du jeu. Donc c'est un jeu, c'est stressant, c'est fait pour être très rapide, c'est collaboratif, etc. Et en fait, ce qu'on a vraiment essayé de faire, enfin ce qu'on a voulu faire, et je pense qu'on y a réussi, on a mis 5 ans, 4 ans à le faire, c'est ce qui est juste après, c'est qu'en fait, on peut tout à fait le jouer sans se prendre la tête sur les questions énergétiques. Mais si on le souhaite, donc on peut commencer par jouer, chacun des mécanismes du jeu correspond à un mécanisme énergétique ou un mécanisme dans les transitions, que ce soit dans la gouvernance, que ce soit sur les sujets techniques, etc. Mais tout est décrypté dans un manuel qui est après, qui est sur la slide 38, que tu peux montrer Christophe, qui est un manuel où il y a une page pour expliquer, voilà, vous avez joué telle expérience, et bien voilà ce que ça retranscrit en fait, voilà le phénomène que vous avez simulé d'une certaine manière ou que vous avez vécu dans le monde de l'énergétique. Donc, ce que je vais vous montrer là-dedans, c'est que c'est la même démarche qui a été déployée là-dedans, c'est de dire, si on veut embarquer des gens sur les questions énergétiques, il y a moyen de le faire en leur en parlant pas, en fait, de questions énergétiques, en proposant des modalités qui sont fondées dessus, mais qui ne sont pas forcément explicitement à dire on est là pour vous sensibiliser à la question de la transition énergétique. Dernier point, et puis après on discute hein, quand même. Vas-y.
J'ai mis ça comme deux bonnes nouvelles. Voilà. Autour de la méthode. Donc cette méthode, elle s'appelle la méthode design énergétique. Je vais vous parler de deux choses. Il y a un premier truc, je vous l'ai dit au début. En fait, cette méthode, elle s'apprend. J'ai mis le lien vers les formations. Il y a différents niveaux de formation. Mais j'ai essayé de vous montrer que c'était vraiment plutôt un mode de pensée, un mode de regard qui permet en fait, quand on travaille par exemple avec des directeurs techniques dans des salles, c'est eux qui font le boulot. La salle que je vous ai montrée qui a fait moins 67% sur le mois d'août, moi j'y étais pas, hein, c'est pas moi qui réglais les machines. On leur a dit, regardez la courbe, vous devriez faire ça, et après ils se sont débrouillés. Donc ce truc-là s'apprend, vous avez mis un QR code, c'est moderne. Si vous regardez votre écran avec votre téléphone, vous pouvez scanner le QR code. Et l'autre chose, c'est que cette méthode, dans le secteur de la culture, le slide d'après, elle est autant dans le monde du bâtiment et de l'énergie. On est un peu considérés comme des punks et des gens chelous. Dans les institutions culturelles, ça se passe très bien, parce on commence à avoir beaucoup de retours d'expérience. En particulier, elle est mentionnée dans Cacté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont concernés par Cacté. Ici, beaucoup de gens normalement sont concernés par Cacté. En fait, elle est dans le référentiel d'action. Et j'en profite pour vous inviter, c'est le QR code que je vous ai mis, le contrat de filière musique en Nouvelle-Aquitaine, qu'on accompagne depuis des années. Cette année, il est ouvert à toutes les filières culturelles. Les dispositifs qu'il y a dedans sont ouverts à toutes les filières culturelles de toute la France. Donc tout n'est pas forcément évidemment financé à travers le dispositif qui est spécifique à la musique en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, il y a un mouvement avec les différents partenaires au niveau national, donc les partenaires du contrat de filière, plus le SMA, plus enfin, les filières nationales en fait, le ministère de la Culture, etc., où on se dit n'importe qui peut candidater, et ensuite on ira tous voir, nous acteurs nationaux, il est possible d'aller décrocher comme financement s'il y a besoin d'avoir du financement. Donc je vous invite vraiment, c'est le moment de faire un peu pub, mais pub pour finalement ce qui pourrait être une grande cause nationale, comme disent les politiques, inscrivez-vous, candidatez, comme ça après on a une grande liste de gens qui, si vous êtes en musique en Nouvelle-Aquitaine, vous serez aidés, enfin, vous avez accès au dispositif, mais si vous ne l'êtes pas, on peut ensuite aller voir les institutions pour dire regardez tout ce que les gens demandent, il y a du besoin, il faut aider un peu plus. Voilà, j'ai fait un peu plus qu'une demi-heure, je crois. J'espère que ça a été. Ouais, c'était trop bien, franchement. Ouais, merci. Bah, Ah ouais. C'était génial, incroyable, merci. Incroyable, quand même. Ah Non, mais ouais, si, je suis en c'est train de fluide. regarder là. C'est trop cool de t'écouter. Franchement, Je fais ça tous les aurait... jours, je suis youtubeur. Ah, bah, Ça. ça aurait pu durer plus longtemps parce que franchement, c'est fluide, il n'y a pas de souci, quoi. Puis comme je te disais, alors théoriquement, on essaye de s'arrêter à 21h, mais c'est souple. Enfin, on peut voir si, enfin là, il resterait que 8 minutes, Causer, mais hein. ça serait bien qu'on cause un peu. Est-ce que ça va à tout le monde si on fait durer un petit peu plus si que vous prévu voulez. Bah carrément, ouais. Rallumez vos caméras et papotons. Ouais, franchement, c'est super. Ça fait combien de temps un cube? Alors j'ai dit on a recréé un cube. En fait, le nom un cube existe depuis 2007. En fait, je suis passé rapidement sur mon parcours, mais en fait, ce qui s'est passé, moi, mon premier métier, c'était la thermique humaine. Donc c'est pour ça on est très nourri de ça, d'histoires de confort et d'inconfort. Parce que je travaille dans l'industrie du sport, en fait. Je suis ingénieur aéronautique, ils m'ont dégoûté de l'aéronautique, donc je suis allé bosser dans le sport. Et une fois que j'ai bossé dans l'industrie internationale du sport, c'est une industrie internationale, ça m'a pas trop plu. Enfin, j'ai eu des raisons de quitter, quoi. Donc je me suis reconverti dans le bâtiment et dans l'énergie en 2007. Donc j'ai fait après à peu près 10 ans de bureau d'études, de bâtiment, du coup, de calcul, de machin. Donc ça, c'était on dit souvent le premier incube. Après, j'ai tout arrêté parce que j'avais 40 ans. Et après, on a redémarré en 2017 avec Amélie, en se disant, bon, sur les 10 ans que j'avais fait avant de bâtiment et d'énergie, j'avais plein de trucs qui coinçaient, qui n'allaient pas sur ce qu'on a discuté là, en fait, sur les postulats de départ, les méthodes qui sont employées, la place de l'usager, etc. On a dit, on repart de zéro. Puisqu'on repart de zéro, on reconstruit tout. On n'a rien à perdre, donc allons-y. C'est comme ça que ça a démarré. Ça, c'était en 2017. On a commencé en 2017. Contrat de filière musique, ça a commencé en 2018. Tu vois, donc très tôt, finalement, on a travaillé
dans ce milieu-là, dans le milieu culturel. Puis j'étais un mini musicien pro, tout petit, donc c'était un milieu que je connaissais quand même. Ça a aidé. D'accord. Ça fait quelques années quand même. Ben, c'est ce qui fait que tu cumules autant d'expérience. C'est génial. Ben, du coup, nous, on a une chance folle de pouvoir accéder à cette expertise-là. Franchement, c'est top. On essaie de distribuer aussi. Enfin, en même temps, c'est notre boulot, il faut bien qu'on mange. Les enfants, ils mangent des yaourts aux fruits. Mais on essaye, quand j'ai mis sur la culture, bon là j'ai fait un peu un zoom sur l'opéra, sur le jeu, mais la première chose qu'on a faite quand on a démarré, également parce que c'est notre moyen de nous faire connaître, on a fait un blog pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer ce truc-là, en se disant les gens à qui ça plaît, ils viendront vers nous. Donc c'était à la fois et du marketing et du changement de culture mais je me suis retrouvé finalement à faire ce que moi j'aurais voulu trouver. Dans les 10 années de bâtiment, j'aurais voulu avoir ça. Et j'avais pas trop. Et il existe toujours ce blog? Bien sûr, bien sûr. On vient de refaire le site, on a un super joli site low-tech. Alors qui rebute les gens qui n'aiment pas les sites low-tech, évidemment, c'est fait pour. Et ça s'appelle Incube ou non, c'est autre chose? Ouais, je vous mets le lien. Ah ouais. Je vais essayer d'être multitâche. Ouais, c'est le lien que tu as mis avec ton QR code, c'est ça qui renvoie vers la formation? Ouais, le QR code, il envoie directement vers la page formation, mais le site, il est là, lui. Ok. Incube.net. Ok. Et il y a Gaëtan qui demande si vous faites des formations. Donc, je sais pas, est-ce que tu veux plus développer là, sur ce côté-là? Alors, les formations, je peux développer, parce que oui, je vous ai envoyé un lien. Alors, vous verrez, sur le site, il y a un espace formation. En fait, on fait d'une part former, là ce que je vous ai montré, c'est former à la méthode. La méthode, c'est jamais qu'un outil en fait. Donc ça, il y a des gens qui l'apprennent parce que c'est utile à des tas de gens et que souvent ça déverrouille en fait. Ça déverrouille des tas de trucs dans lesquels on a patouillé, comme bon, bref, voilà. Donc ça simplifie la vie. Mais c'est un outil. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est de la formation, disons opérationnelle. C'est-à-dire, on a une modalité, par exemple, qu'on appelle reprise en main. J'ai parlé de la piscine où je vais demain. On prend, disons, une dizaine de gens, on dit un public homogène, des gens qui ont le même sujet. Donc on fait beaucoup de mix. On leur donne d'abord un peu de vidéo, parce que comme ça on gagne du temps. C'est des choses que j'ai en moins à expliquer. Et après, on se fait ensemble un audit dans leur bâtiment, ou dans un bâtiment similaire au leur. Donc en fait, c'est comme si je les prenais dans un strapontin pendant un audit en fait. Parce que c'est des bâtiments que moi je connais pas. Là demain, je vais dans une piscine, j'ai jamais fait. C'est un côté improvisation, moi j'étais plutôt musique improvisée. Donc, et ce truc-là, en fait, il se révèle assez efficace parce que à la fois c'est dans leur monde. On a une journée, enfin même là on fait des formats 24 heures, c'est-à-dire on fait après-midi, soir, matin. Ça permet par exemple d'aller au concert. On voit la salle en fonctionnement quand c'est dans une salle par exemple. Et donc c'est assez ancré et ils peuvent assez facilement embarquer chez eux. À Saint-Malo par exemple, le DT de Saint-Malo, après il est venu se former à ce qu'on appelle le niveau 3 là, de la méthode, mais au tout début il a juste fait une journée de formation dans un théâtre. C'était en novembre, et je l'ai eu de nouveau en mars. Il m'a dit je suis super content, je fais moins 40% dans ma salle, c'est cool. Et il a voulu continuer après. Donc pour le CPF, je sais que c'est toujours la question. Les formations méthodes ne sont pas accessibles CPF. Parce que le CPF est un cauchemar. En fait, parce que le Calliope est un cauchemar. On n'y arrive pas. On a essayé de caler des tarifs bas. Hein, si tu vas voir, c'est pas très élevé. Enfin, on espère que c'est pas très élevé pour ce qu'il y a. On n'arrive pas sur ces formats-là à passer dans les trucs CPF. C'est trop lourd pour nous, en fait, de faire ces dispositifs. En revanche, on arrive bien à faire financer, on le fait beaucoup, les formats un peu plus importants. Que ce soit en inter ou en intra. Je ne sais pas si c'est un sujet qu'il peut y avoir, mais par exemple là on va le faire avec un grand théâtre parisien qui veut mettre toute son équipe technique. C'est une formation en intra. Ils ont un financement AFDAS. Donc on a certains formats qui sont calés. Et à ce moment-là, on passe par un dispositif Calliope. Là, il y a du financement. Mais c'est plutôt AFDAS, c'est pas CPF. AFDAS ou autre, d'ailleurs, dans d'autres domaines, on bosse dans le tourisme, c'est pas l'AFDAS. Et en fait, cette volonté de former, c'est pour ça vous fait, enfin si vous avez du boulot de formation, mais ça vous fait finalement moins de boulot puisque les gens deviennent autonomes. Non,
Non, alors c'est très prétentieux quand je dis ça, mais il n'y a aucune chance que quiconque sache faire ce qu'on fait. Ouais. C'est hyper prétentieux, mais ça Non, non, n'arrive non, pas. mais je comprends, je comprends. Voilà, c'est comme ça. Bah oui. Mais et en plus, enfin, alors, et je vais essayer d'être totalement transparent. Le risque, ce serait pas ça. Ce serait les gens qui font pareil mais mal. Ce serait ça en fait. C'est pour ça que vous voyez des petits airs sur les marques. Hmm. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est un truc que j'ai appris d'avant, mais pour que pour sécuriser ce côté-là. Mais aussi parce que on fait beaucoup de formations pour des gens qui sont pas comme nous. C'est-à-dire quand on forme, encore une fois, je prends l'exemple des techniciens dans une salle ou des agents de musée ou des agents de collectivité, c'est pas des concurrents, c'est des ils font leur job. Ils nous auraient probablement pas appelés de toute façon pour résoudre tous les problèmes de leurs 800 bâtiments. Donc c'est assez vertueux, tu vois, on a de quoi s'occuper. Hein. Là, il y a un gars qui me contacte, il me dit voilà, je suis dans une collectivité, on a 800 bâtiments. T'as vu, hein, on est 6 hein, chez Incube. Hein. Voilà, donc il y a de la place, on peut former. Et tu dis que tu fais pas que le bâtiment, que la culture, pardon, mais c'est quand même une grosse proportion. En nombre de bâtiments, peut-être. Il faut que je donne une autre raison pour laquelle on fait de la formation, je te dirai après. Je sais pas, j'ai pas fait le compte. Les deux plus fréquents qu'on a, c'est beaucoup collectivité. Parce que collectivité, en fait, des fois, ils ont de la culture dedans. C'est-à-dire, quand on dit culture, ça s'adresse plutôt à les structures dans leur salle. Et si je prends cet exemple dans leur lieu, mais il se trouve que ces lieux, bien souvent, ils leur appartiennent pas. Ils ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent à une collectivité. Et on a cet autre public qui est la collectivité. Alors eux, ils arrivent souvent avec des lots de bâtiments. Donc voilà, on en a 50, voilà les trois plus gros consommateurs, il y a une piscine, une médiathèque, un machin. Et dedans, il y a la salle de spectacle, parfois. Mais les enjeux sont pas les mêmes. Parce que eux, c'est plutôt une vision de euh, comment je maintiens ce parc. Ils ont les enjeux réglementaires également, ils ont ce qu'on appelle le décret tertiaire, auquel ils sont soumis. Ils ont des obligations de diminuer les consommations énergétiques. Et ils sont aussi beaucoup ces derniers temps, depuis 2022, depuis qu'il y a eu des plans de sobriété, confrontés aux usagers pas contents. C'est-à-dire que les plans de sobriété, la plupart d'entre vous, ça parle, si ça ne parle pas, vous me le dites, je détaille. Mais ça s'est beaucoup traduit dans les lieux publics par on baisse les consignes de chauffage. Ça a été fait beaucoup, un peu brutalement en fait. Donc la première année c'est passé, la deuxième un peu moins, et puis là ça coince fort. Et tout le monde se retrouve un peu démuni à se dire ok, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Avec tous ces gens qui sont pas contents alors qu'on leur dit qu'il faut faire des efforts, mais ils disent qu'ils font déjà des efforts, etc. Donc il y a tout ce gros paquet que j'ai pas mentionné ici, hein, qu'on met dans la case de accompagnement de la sobriété. On a une grosse spécialisation sur comment fabriquer de la sobriété énergétique, qui est très marquée dans les collectivités, mais qui est marquée au sens de la sobriété, la collectivité voudrait que les gens soient sobres. C'est facile de décider pour soi. Enfin, c'est plus facile de décider pour d'autres. Après, qu'ils le fassent, c'est une autre affaire. On fait beaucoup ça. On fait beaucoup parce que il se trouve que, en particulier, la nef que je vous ai montrée, qui a fait moins 40% tout de suite, c'était de la pure sobriété, ça, ce truc-là. Donc en fait, on est arrivé très tôt dans les endroits où il y a des plans de sobriété, où les gens étaient très démunis, parce que les factures explosaient et qu'ils ne savaient pas comment faire. On a su faire, et on sait faire, en fait, de la sobriété opérationnelle. On sait fabriquer des groupes de gens qui acceptent de travailler dans leur bureau de collectivité à 17 degrés. On sait faire ça. Il ne suffit pas de baisser la consigne, en fait. On sait faire en sorte que les gens disent c'est OK pour nous de bosser à 17 degrés. Ça, c'est pas très courant. En fait. Nos derniers invités, c'était dans le centre d'art de Malakoff avec l'opération Couper les fluides. Ouais. Là, t'as suivi ce truc là? Ouais, un peu, ouais. Ah, eux, ils ont été plus bas que 17 degrés. Hein. Là, En je suis à hiver. 14 dans le bureau. On est à 14 là dans le bureau classiquement. On est entre 12 et 14 dans le bureau l'hiver. Après, toute la difficulté, c'est que tu peux enfin, centre d'art, ils sont assez loin parce que c'était un contexte de travail aussi, mais tu étais dans un contexte de
et de recherche, enfin de ce que j'en ai compris, hein, et de produire quelque chose, etc. La difficulté que tu as typiquement dans des collectivités, c'est les gens, ils sont juste là pour faire leur boulot, en fait. Ils ont rien demandé. Ouais. C'est ça qui rend le truc difficile. Oui. Puis ce qui est difficile, c'est la culture. On s'habitue à être au chaud, quoi. Faut réussir faut réussir à faire changer les cultures. Alors il y a plus, en plus, il y a un sujet plus vaste, encore une fois que j'ai pas abordé ici, que vous trouverez un peu sur le site si vous allez voir. On appelle le thème du réhumanisme, en fait, qui est en fait ce qu'on sait, c'est que le corps s'adapte. Et à moyen terme, c'est-à-dire à l'échelle de quelques jours, et à long terme. Et il s'adapte si on l'entraîne. C'est-à-dire que la boucle avec laquelle on travaille beaucoup sur la notion de confort et d'inconfort. En fait, le truc délicat, c'est que moins tu es soumis à un inconfort, moins tu es apte à supporter un inconfort. Alors tu le retrouveras dans plein de domaines, ce truc-là. C'est lié à ce qu'on appelle le principe d'Hormèse. Donc si ton organisme n'est pas sollicité, par exemple, par le froid, plus ça va, moins ces mécanismes de réponse, y compris physiologiques, hormonaux, nerveux, ils s'endorment. Et donc en fait, en fabriquant des lieux toujours plus confortables partout, si tu passes ta vie dans une société tiède, il n'y a que des gens intolérants à autre chose que la tiédeur. Un vrai problème. C'est une vraie difficulté, ce truc-là. Il y a un moment, si tu veux que ça bouge, ça revient à proposer autre chose, mais tu ne peux pas le parachuter. On a eu fait des conceptions de bâtiments qui sont en résidence senior. On a conçu une résidence senior dans laquelle les circulations sont faites exprès pas chauffées. Exprès. Pour qu'il fasse froid quand tu sors de chez toi. Parce que, en particulier quand tu es une personne âgée, si tu sors jamais, moins en moins sollicité. Or, on peut concevoir l'espace pour que ce soit pas glacial, mais que quand tu sors, il y a un contraste. Et le contraste, en fait, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous nourrit, y compris du point de vue thermique. Donc, on peut concevoir un bâtiment qui fonctionne comme ça, parce qu'il demande au corps des ajustements, qu'il y a des ambiances contrastées, parce qu'il est bon pour nous, quoi. Il y a un autre truc, une autre raison pour laquelle on continuera toujours à faire de la formation et expertise, c'est que pour nous, c'est un excellent détecteur. C'est-à-dire parmi les gens qui se forment, on a les gens avec qui on bosse ou avec qui on bossera. C'est-à-dire que quand on monte beaucoup d'équipes pluridisciplinaires, ça demande, puisque notre méthode elle est inhabituelle, si tu veux, en particulier pour les gens du bâtiment et de l'énergie, ça demande de beaucoup déconstruire ce qu'ils ont pu apprendre. On a besoin que les gens avec qui on bosse, ils aient notre méthode. En fait, c'est un bon moyen aussi pour trouver les gens avec qui on aime bosser. Ah ouais, trop bien. C'est super malin tout ça. Hein. C'est chouette. Tu dois avoir un emploi du temps surchargé. Enfin, je me souviens que j'avais galéré pour te choper au démarrage. Mais ouais, ça doit être dense. Je peux pas répondre à cette question. Si c'est diffusé, je peux pas répondre à cette question. Oui, j'ai un emploi du temps un peu trop occupé, mais bon, je suis pas tout seul non plus. Tu vois, c'est-à-dire, c'est aussi le piège des réseaux. Bon, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, on travaille sur LinkedIn, mais c'est aussi un peu le piège, c'est-à-dire que, enfin, le piège où on raconte des histoires aussi. Mes collègues m'appellent Père Castor. Tu vois, voilà, c'est comme ça. Je sais faire ça. Je sais pas faire. Mais on raconte une histoire. Du coup, il y a le personnage dedans, et c'est facile de croire que c'est moi qui fais tout. Et ça n'a jamais été le cas. Jamais été, tu vois, la présentation, moi, j'en ai fait 20% en fait. Ah oui. Et c'est Amélie qui l'a faite. Donc on a aussi appris en fait. On a appris à se préserver, à être productif, voilà. On a appris le marketing. C'est le boulot, quoi. Ben ouais, carrément. Non, franchement, c'est trop bien. Et vraiment, merci justement, au milieu de ton emploi du temps de dingo, d'avoir trouvé ce temps avec nous. Et d'ailleurs, là, vers la fin, tu parlais j'ai cru que tu allais nous parler de nouveaux récits, en fait. Parce que nous, on a deux axes. Parce qu'on a soit
là, on est dans une soirée décarbone dans la culture, mais avec le groupe Nouveau Récit, on a d'autres invités qui, eux, nous racontent comment, en tant que scénariste, en tant que chercheur, en tant que dramaturge, ils utilisent la culture pour aider à sensibiliser, quoi. Et je te sens sensible à ça aussi. Bah, j'ai eu un débat avec un copain qui était là hier. C'est pareil, c'est des thèmes que je croise. Et puis j'ai bossé, on était plusieurs. C'est une coécriture, un bouquin qui s'appelle Commune frugale, qui a été fait avec les gens du mouvement pour le bâtiment frugal. Si vous connaissez peut-être Alain Bornarel, Philippe Madec et Dominique Gauzin-Muller. En fait, cette question des récits, ouais, il y a forcément plein de choses. On pourrait dire que, moi, quand je dis fournir une culture renouvelée de l'énergie, c'est ça qu'on s'est attelé à faire. À dire, ça va pas l'histoire qu'on raconte sur l'énergie. Elle va pas dès le début. C'est-à-dire, c'est mal enseigné, c'est mal raconté, les points de départ sont mauvais, on pose mal les problèmes. Prendre un angle en disant le bâtiment est un sujet, c'est un mauvais cadre de pensée. Enfin, tout est foireux là-dedans. Donc, par contre, pour le recadrer, vas-y, parce que toutes les statistiques sont basées là-dessus aussi. On dit le secteur du bâtiment. Donc, c'est inextricable ce truc-là. On pourrait dire que finalement on est sur un nouveau récit. Mais on discutait justement avec le collègue qui était là, dire ouais. Il me demandait, toi, tu aurais quoi comme nouveau récit? Je dis, bah, par exemple, on décide qu'en 2040, tout le monde est apte à vivre à 15 degrés. Et que ça pose pas de problème. Moi, ça me plaît, hein. Enfin, tu vois, c'est facile, hein. Je sais le faire, je sais le fabriquer et tout. Mais alors, quand tu vois tout, voilà, là, tu as une vraie aventure qui s'ouvre. Carrément. Et tu vois, on a appelé ça le réhumanisme, c'est la contraposée du transhumanisme, qui est un récit. Quand on dit, vraiment, on dit ça dans les formations en en-tête, on dit la méthode design énergétique est fondée sur la philosophie du réhumanisme. C'est vraiment le postulat éthique du truc. Une fois qu'on a dit ça, on a un programme en fait. On va dire que en général, on dit le réhumanisme, c'est ce qui postule que c'est en s'appuyant et en retrouvant les capacités humaines et en les redéveloppant, on pourra se libérer de la dépendance technique et énergétique. Moi, ça me pose pas de problème que le chauffage soit en panne et qu'il fasse 13, parce que je sais gérer 13 et travailler par 13 tout seul. J'en ai pas besoin. Ouais, carrément. Trop fort. Bah, il y a du taf encore, hein, culturellement. On essaie d'être sympa, tu vois, pour que ça fasse envie. Non, mais c'est ouais. Bah d'ailleurs, là, je la prends l'idée parce que il y a un atelier d'écriture à la prochaine mensuelle Nouveau Récit et pourquoi pas partir dans cette idée-là de Nouveau Récit, ça peut être marrant. Hein. Franchement, c'est une bonne thématique. Moi, je considère que ce qu'a fabriqué le 1 cube de maintenant, si on doit dire qu'est-ce qu'on sait faire, bon, on sait faire de l'énergétique. Bon, ok, c'est notre métier de base. Mais finalement, les collègues, quand ils arrivent, tu vois, quand on a embauché, en fait, c'est presque notre plus grosse difficulté de recrutement. C'est-à-dire trouver des bons techniciens en énergétique, on en trouve. Des gens qui savent poser le problème dans leur domaine, c'est bon. Les trucs qu'on a discuté là, ils savent apprendre, etc. Là où c'est toujours le plus difficile, c'est de comprendre que personne n'en a rien à cirer que moi j'ai compris ce qui se passe. Tu vois, je vais aux Folies Bergères, que moi j'ai compris quel est le problème dans les Folies Bergères, tout le monde s'en fout. Parce que ce qu'il faut, c'est que les gens pour qui je bosse aient compris et que ça leur ait donné les moyens, eux, d'avancer dans leur truc, parce que c'est pas moi qui vais leur tenir la main. Et donc là, il y a une vraie question de mise en forme, d'histoire, de trucs qui est à la fois, ça peut être complexe, parce que c'est quand même un bâtiment, c'est des bâtiments pas simples, tu vois. Mais comment tu arrives à résumer ça en 3 idées qui peuvent leur permettre de les guider, etc. Ça, ce truc-là, c'est un vrai savoir-faire. C'est pas un savoir-faire technique. Tu pourrais dire, c'est de l'écriture, tu vois. C'est comment tu présentes le truc pour que le récit puisse être approprié par les gens qui doivent faire le boulot. Oui. Et c'est pas que les mots que tu utilises, c'est la façon de le dire. Enfin, oui, je comprends bien. On bosse avec des sociologues là en ce moment. On a un dispositif, une étude. C'est la première fois. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire. Tu vois, c'est bien joli de raconter tout ça, mais à un moment on dit alors qui a validé que votre méthode elle fonctionne, hormis les gens qui sont contents. Le postulat c'était de dire ce qu'on a fait chez nous quand il fait 13 dans le bureau. Là c'est chez moi.
En fait, on a la consommation d'une maison passive dans une maison qui est classée D, DE, en creuse, uniquement par l'usage. Donc que j'arrive à le faire moi, c'est une chose. Que ce soit transmissible et généralisable, c'en est une autre. Et là, on a un dispositif là qui est financé par une étude financée avec des sociologues qui regardent comment j'emmène un groupe. Il y a une quinzaine de ménages avec des rendez-vous. Est-ce que j'arrive à les coacher pour qu'ils fassent qu'ils fabriquent de la sobriété? C'est en cours, là, on se voit toutes les 3 semaines. C'est juste du délire, c'est énorme. Et ces gens on a eu 500. Enfin, quand on a lancé le truc, on avait parié avec les copains sociologues. Vous savez combien on en aura des candidats? Il nous en faudrait 10 quand même. On n'était pas sûr qu'on arrive à remplir. On a eu 500 candidatures en une semaine. On n'a même pas envoyé le deuxième mail. Donc il y a un truc quand même. Et après, on sait rétrospectivement l'expliquer. Pourquoi quand une institution te dit venez vous faire sensibiliser à la sobriété, c'est pas pareil que quand nous on raconte qu'on propose à 10 chanceux de participer à un programme d'entraînement au confort sobre. Évidemment, on construit tout le truc. On a eu 500 candidats et les gens, mais je te jure, ils arrêtent pas. On leur a monté un groupe WhatsApp, ils n'arrêtent pas. Ils vont plus loin que moi, évidemment. Calmeront. Comment programme d'entraînement au quoi? Programme d'entraînement au confort sobre. Ah, génial. Ouais, merci. On a beaucoup réfléchi. Non, mais c'est hyper bon. Et tu vois, tu racontes pas la même chose en fait. Ouais. Et d'ailleurs, les 500, enfin les 490 qui n'ont pas été sélectionnés, ils n'ont pas les boules. On va leur donner une vidéo. Ah oui. On va leur faire un truc quand même. Ah, franchement, c'est génial. Oui, on est sympa quand même. Trop bien. Sur le site d'avant, il y avait écrit on est les meilleurs et en plus on est sympa. Vous n'avez pas gardé ça sur la vidéo. Non, pas sur le nouveau. Je sais pas, c'est peut-être écrit quelque part. Ouais, c'est drôle. Franchement, ça sent que c'est cool. Puis même à t'écouter, c'est buena onda, quoi. Ouais, puis le site est vraiment sympa en plus. Il y a un peu de tout. On essaye. On travaille beaucoup quand même. Hein. Ah bah ça, c'est l'impression que ça donne quand même. Hein. Là, même la liste de tous tes trucs, carrément. Non, c'est génial. Bon, d'ailleurs, ça va être l'heure. Hein. Il y a la famille qui attend. Hein. Ouais. Bah écoute, franchement, un grand merci. Gaëtane, elle dit la sobriété par le plaisir. Ouais, tout ça. À fait. Et puis la sobriété, c'est une conséquence. Bah ouais. Enfin, le plaisir est une conséquence ou la sobriété? Attends, j'ai trouvé je te donne le bon article tant que j'y suis. L'avantage d'avoir un blog aussi, c'est que j'ai plus à répéter les choses, c'est écrit maintenant. Ah oui. Parce que oui, c'est ça. Sur le site, on trouve le blog, c'est ça? Oui. Ah ouais. C'est dans Lab? Dans la partie Lab, ouais. Ah ouais, ok. Ça marche. Ah oui, le blog. Mais ah oui, il faut que je clique sur blog. Ouais, voilà, trop bien. Ça marche. Ça y est, je l'ai trouvé. Et le blog existe, je l'ai pas dit, il existe sous format livre, le blog. La plupart des articles. C'est un livre qui s'appelle Chauffer la messe ou Chauffer les fesses. Titre d'un article aussi. Trop bien. Alors, vous fouillerez, vous verrez. Ouais. Trop bien.